Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux se connecter à notre webinaire. Nous espérons que le déconfinement se passe en bonnes conditions et que l'activité de vos sociétés a commencé à reprendre progressivement. Alors, en effet, c'est notre deuxième webinaire que nous allons animer en binôme avec ma collègue Christelle Pertz, qui est chargée des projets internationaux à la Fédération. Et moi, je suis Ouliana Sukash, responsable du sourcing et de la distribution à la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des tendances du retail et de la consommation. Et cet après-midi, nous allons complètement changer de registre. Nous allons vous présenter les conséquences de la crise du Covid-2019 sur le sourcing en se basant sur les résultats du premier trimestre 2020 des douanes françaises, américaines et européennes. Ces données viennent d'être publiées. On vous les présente en avant-première. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous présenter brièvement la fédération. Peut-être il y a certaines sociétés qui ne nous connaissent pas. Alors, la fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire rassemble des entreprises opérant à tous les niveaux de la filière, les étoffes, le tissu, la confection, les donneurs d'ordre, les marques et la distribution. Nous avons actuellement une centaine d'adhérents, comme par exemple Lacoste, Saint-James, Chantel, Les Charmel, Obad, Armor Luxe. Le rôle principal de la fédération est bien évidemment de rassembler et de défendre les intérêts de la filière, de tout mettre en œuvre pour aider les entreprises à continuer de croître et à améliorer leur compétitivité. Mais au-delà de ce rôle de lobby, nous sommes un organisme de formation et de conseil et à ce titre, nous organisons une cinquantaine de formations par an. Elle couvre 4 expertises que nous avons au sein de la fédération: technologie et développement durable, juridique et réglementaire, distribution et pratique commerciale, et la dernière expertise, développement international, qui couvre à la fois le sourcing et l'export. Alors, depuis 8 ans, nous publions une étude sur les tendances mondiales du sourcing dans le secteur de la mode. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler un extrait de cette étude en faisant un zoom sur les résultats du premier trimestre 2020. Vous pouvez également commander l'intégralité de cette étude sur notre site internet la-fédération.com après ce webinaire. Donc, comme j'ai déjà dit, nous suivons les évolutions du sourcing depuis plusieurs années. Et nous avons pu constater l'impact des différentes crises auparavant sur les chaînes d'approvisionnement, notamment la hausse du prix du coton en 2011, le choc de la hausse du cours du dollar en 2015, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a éclaté en 2018 et qui dure encore. Et là, une vraie perturbation, peut-être la plus forte depuis la dernière décennie. Donc, notre présentation va durer 1 heure environ et nous allons réserver quelques minutes à la fin aux questions et réponses. Pendant l'intervention, je vous demande encore une fois de ne pas activer vos micros et vos caméras pour la meilleure connexion. Toutefois, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire au fur et à mesure de notre intervention avec Christelle par chat. Alors, le chat est là accessible en cliquant sur l'icône Converser dans Zoom. Et en effet, après notre intervention, nous allons sélectionner quelques questions les plus intéressantes avec Christelle. Donc, soyez créatives et attentives. Donc, dans l'ordre du jour, nous allons commencer par le contexte actuel et un zoom sur la zone Asie, notamment sur la Chine, qui a été le premier pays touché par la pandémie. Par la suite, nous ferons également un focus sur les cours des matières premières qui ont été fortement affectés ces derniers temps. Et pour finir, nous allons analyser les préférences des acheteurs européens, français et américains pendant le grand confinement. Concernant la France, nous ferons un focus vraiment assez détaillé sur certains produits. Voilà, on a fait une sélection des produits pour rentrer vraiment dans les détails sur le sourcing français. Donc, je passe la parole à Christelle Pertz qui vous fera un focus sur les conséquences économiques du grand confinement.
Alors, oui, bonjour à tous. En effet, avant de vous présenter, les derniers résultats de nos analyses sur les préférences d'achat, des acheteurs internationaux sur ce premier trimestre 2020, quelques mots d'introduction sur les conséquences, de la crise, notamment pour commencer, les conséquences économiques de cette crise, qui a maintenant un nom, puisque c'est la crise, dite du grand confinement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie de Covid-19 a non seulement eu un coût humain, mais également un coût économique, considérable parce que, les mesures de confinement qui ont été décrétées, dans de nombreux États à travers le monde ont paralysé, la production de nombreux secteurs, ont ralenti les échanges, ont freiné la consommation, ce qui a eu de graves répercussions sur l'activité économique, des pays. Alors, il y a de nombreuses institutions qui ont, émis leurs prévisions de croissance sur, l'année, 2020. Nous, on va s'intéresser plus précisément, aux prévisions, qu'a fait paraître le Fonds monétaire international le 14 avril dernier. Le FMI a publié ses perspectives sur l'économie, mondiale et prévoit donc une contraction, du PIB mondial de 3 sur l'année, 2020. Le seul pays, selon le FMI, qui s'en sortirait avec une croissance positive, ce serait la Chine, qui enregistrerait une croissance de 1,2 de son PIB sur l'année 2020. C'est quand même un coup d'arrêt assez considérable, à l'économie du pays, puisqu'en 2019, la Chine avait enregistré une croissance de 6,1. Et la zone la plus touchée serait la zone euro avec, un PIB qui se contracterait de 7,5 sur la zone. Alors les conséquences, réelles de cette crise sont assez, compliquées à prévoir, tant cette crise, est unique en son genre. C'est un choc qui a été extrêmement violent, extrêmement rapide et il est assez compliqué de prévoir la durée et l'intensité de cette crise sur le long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, la plupart, des économies, mondiales sont déjà entrées en récession, à l'image de la France, dont le PIB s'est contracté sur le premier trimestre, 2020 de 5,8 ce qui est la baisse la plus forte depuis, 1949. Alors ces annonces, de récession, en cascade ont pesé fortement sur, le moral, des ménages et notamment, des ménages, français, puisqu'en effet la confiance, des ménages français en l'économie future, du pays et dans leur situation personnelle a plongé, en avril 2020, donc pendant, cette période de confinement. Les Français étaient beaucoup plus pessimistes en avril d'ailleurs qu'en mars, que le mois précédent, comme nous le montre, le solde d'opinion que fait paraître l'INSEE, chaque mois sur la confiance, des ménages qui, du point de vue du niveau de vie, futur en France, a perdu 35 points en un mois pour atteindre -71, qui est le niveau le plus bas depuis que l'enquête a été mise en place, par l'INSEE. Alors ces incertitudes sur, ces perspectives économiques ont touché le moral des ménages, mais ont aussi touché, les marchés, financiers, heu, avec cette date du 9 mars 2020 qui restera gravée, dans les mémoires, des financiers à travers le monde puisque c'est la date du premier krach boursier, de cette crise, du Covid-19. Les marchés internationaux ont connu des décrochages spectaculaires avec par exemple le CAC 40, moins 8,4 le Dow Jones qui a perdu 7,8 encaissant sa pire séance, depuis 2008. Alors les marchés financiers ont eu l'occasion de rebondir, par la suite. Les financiers ont été rassurés par, les annonces de les plans de soutien, nationaux qui ont été, mis en place. Toutefois, ils sont restés extrêmement volatiles sur toute la période du premier trimestre 2020 et l'équilibre reste, extrêmement fragile, sur, ces marchés, d'autant que, les tensions entre la Chine et les États-Unis ont regagné en intensité, dernièrement. Alors dernière conséquence, économique, de cette épidémie, c'est la crise du pétrole. Alors le marché, du pétrole brut a subi, un double choc, un choc de l'offre et un choc de la demande. Un choc de l'offre, parce qu'en effet les membres de l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite et la Russie, se sont lancés dans une, violente, guerre des prix en augmentant fortement leur production et d'un autre côté, la crise du coronavirus a aussi fait chuter, d'environ 30 la demande
Ce qui fait donc que la production de pétrole était beaucoup plus importante que la consommation, ce qui a fait chuter le prix du baril de Brent, passant même le baril est même passé sous la barre des $30, voire même sous la barre des $0 pour le pétrole américain. Donc ça, c'est un pic qui avait été atteint le 20 avril dernier. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose de zoomer justement sur l'habillement. En fait, avant de rentrer dans les détails des tendances du sourcil, je voulais vous rappeler les principaux exportateurs de l'habillement dans le monde. Ici, vous avez les dernières données accessibles pour l'année 2019 comparées à 2002. Alors du coup, on voit que la Chine, elle garde toujours son leadership au niveau mondial et que l'Empire du Milieu a été le premier exportateur de l'habillement dans le monde avant les quotas, pendant la suppression des quotas. Et l'année dernière, elle a généré un tiers des exportations mondiales dans le monde de l'habillement. Loin devant d'autres pays asiatiques et européens. Et on voit quand même aussi que la Chine et l'Asie sont les leaders incontestés des exportations d'habillement. Toutefois, la part de la Chine est en baisse constante depuis quelques dernières années. En 2015, sa part s'élevait à 40% des exportations mondiales. Il ne faut pas oublier que la Chine a aussi beaucoup investi dans les pays voisins comme le Cambodge, le Bangladesh, le Vietnam, notamment dans le pays avec les salaires moins élevés qu'en Chine, et également privilégiant les pays qui bénéficient d'accès à droits privilégiés, à droits douanes nuls ou privilégiés vers l'Union européenne. On peut aussi noter le rebond exceptionnel du Bangladesh, du Cambodge et du Vietnam. Et on verra un peu plus loin qu'en 2020, ce sont les 3 pays qui tirent le mieux leur épingle du jeu malgré la pandémie mondiale. Faisons maintenant un focus sur la Chine, ce qui s'est passé en Chine. Alors, affectées par le début de la crise du Covid en décembre dernier, les exportations chinoises d'habillement ont représenté 35 milliards de dollars en dernier trimestre 2019, affichant une baisse, on peut dire relativement légère, de 3% en valeur par rapport à la même période en 2018. Toutefois, en raison de la guerre commerciale, les exportations vers les États-Unis ont baissé de manière beaucoup plus drastique, soit de 15% en volume et 18% en dollars. Les États-Unis ont été le premier client des usines chinoises d'habillement en 2019, mais leur part ne dépasse pas 18% en volume et en valeur. Alors, les exportations vers le Japon et la Corée du Sud, la deuxième et la troisième plus grande destination pour les vêtements made in China, représentent ensemble près de 16% en dollars de part des marchés. Les expéditions qu'on va vers le Japon ont diminué de 3% et les exportations vers la Corée du Sud ont bondi de 16%. En dernier trimestre 2019, les exportations chinoises ont également perdu des parts des marchés de l'Union européenne avec une baisse de 11% en volume. Alors, regardons maintenant ce qui se passe, c'est ce qui a passé dans les usines textiles au premier trimestre de 2020. Vous avez un petit tableau à droite. Alors, le taux d'utilisation de la capacité industrielle chinoise était 67% pour les usines textiles, soit 10 points de pourcentage de moins qu'à la même période de l'année dernière. Les usines spécialisées dans les fibres chimiques s'en sortent mieux, avec l'activité un peu plus importante, près de 75%. Et on voit quand même que c'est très douloureux, c'était très douloureux et c'est encore très douloureux dans le secteur d'automobile. On reste encore en Chine, alors on voit une baisse de demande de la part des acheteurs internationaux a provoqué une baisse de prix à la production textile qui ont perdu de 3% en mars en Chine, chutant au rythme le plus rapide depuis au moins 3 ans. Le prix de la production de l'habillement n'ont presque pas bougé, vous voyez 0,3-0,5%. Et ce sont les prix pour la fabrication de fibres chimiques qui ont été les plus impactés, baissant de 10% en moyenne, notamment, comme elle a déjà dit Christelle, notamment suite à la chute de cours du pétrole. Alors, l'autre indice de référence, c'est PMI, c'est-à-dire the Purchasing Managers Index,
qui nous montre que seulement 36% des donneurs d'ordre ont donné des réponses positives en février dernier concernant leurs intentions d'achat en Chine. Toutefois, déjà en mars 2020, le taux de réponses positives a représenté plus de 50%, ce qui reflète le retour de l'optimisme des donneurs d'ordre pour renouveler leurs achats en Chine. Bien évidemment, l'éventuelle deuxième vague de pandémie pourrait encore renverser cette tendance. Alors, concernant l'impact de la pandémie sur la zone Asie, plus largement, comme vous le savez, le confinement en Europe a poussé des grands donneurs d'ordre du prêt-à-porter à repousser, voire annuler un grand nombre de commandes de vêtements aux usines asiatiques. Et en Europe, plusieurs géants du vêtement sont en difficulté, pas seulement des géants, mais également des petites et des grandes, des moyennes sociétés en raison de la pandémie. La marque espagnole Zara, elle a dû fermer la moitié de ses 7500 magasins. Les ventes de sa concurrente suédoise H&M ont baissé de 36% en mars. Alors, attendez, je vais juste éteindre le micro. Et face à la chute brutale de la consommation des vêtements dans un Occident confiné, les grandes marques de la mode, ils ont, comme j'ai déjà dit, ils ont annulé ou repoussé leurs commandes de produits fabriqués en Asie. Par exemple, au Bangladesh, cela représente plus de 3 milliards de pertes seulement pour le mois d'avril, selon l'Association nationale des fabricants et exportateurs de vêtements. Dans ces pays, les annulations des commandes ont eu pour conséquence les fermetures d'usines en cascade. En avril, des ouvriers du textile ont manifesté par milliers pour réclamer le paiement de leur salaire. Dans ces pays, le revenu moyen des 4 millions d'employés du textile s'élève à peine à $100 par mois. Finalement, des centaines d'usines ont réouvert au Bangladesh malgré le confinement. Le 25 avril dernier, pas moins de 200 000 ouvriers ont repris leur travail dans près de 600 usines par la peur de ne pas tout simplement pouvoir honorer les commandes maintenues. Alors, l'industrie du textile cambodgienne a été aussi lourdement touchée par la pandémie de Covid. Le porte-parole du ministère du Travail a annoncé que les exportations des produits textiles ont baissé de 20% durant les 3 premiers mois et il prévoyait une baisse encore plus importante pour le deuxième trimestre, de moins 50, voire de moins 60%. Voilà, lors du deuxième semestre. Pour rappel, le secteur du textile au Cambodge compte environ 600 usines. Il ne faut pas oublier que l'État au Cambodge a également mis en place les aides pour les ouvriers du secteur textile. Chaque ouvrier subissant une suspension de travail allait recevoir $70 par mois. $40 proviendront du gouvernement, tandis que $30 seront payés par l'employeur. Pour le rappel, le salaire minimum mensuel des ouvriers du textile au Cambodge s'élève à environ à $90. Comme vous le savez, en février dernier, la Commission européenne a annoncé une suspension partielle du régime tout sauf les armes, ce qui signifie les droits nuls pour les exportations cambodgiennes vers les pays européens, notamment en raison des violations des droits de l'homme dans le royaume. Alors, cette suspension concerne un cinquième des exportations cambodgiennes et son coût s'élève à $1 milliard. Alors, la suspension partielle du TCA pourrait être effective à partir du 12 août, même si le report de cette mesure a été très récemment demandé par l'Association des fabricants d'habillement. Alors, dernier point d'introduction, on va aller voir ce qui s'est passé sur les marchés des matières premières, à commencer par le marché du coton. Alors, les mesures de confinement qui sont entrées en vigueur un peu partout dans le monde ont eu pour effet de freiner la consommation d'habillement notamment, et donc de faire drastiquement chuter la demande de coton, à tel point que la consommation sur la campagne actuelle, donc la campagne 2019-2020, serait, selon les estimations, 12% inférieure
à la consommation de coton sur la campagne précédente, donc 2018-2019, ce qui a pesé sur les prix du coton, qui ont largement souffert de la crise, avec le cours de l'indice de référence, donc le cours de l'indice Cotton Outlook A, qui a perdu moins 14% entre janvier et mars. Même constat sur le marché des contrats à terme à New York, où le cours du contrat de mai 2020 a perdu au mois d'avril 24% de sa valeur. Alors, de ce fait, le secrétariat du Comité consultatif international du coton, l'ICAC, qui fait autorité sur le marché du coton, a revu sa projection de prix, de prix moyen pour la campagne actuelle 2019-2020 pour l'indice Cotton Outlook A, qui serait de 71,4 cents de dollars la livre. Et même sur la campagne suivante, donc qui commencerait dès cet été, la campagne 2020-2021, le prix moyen tomberait à 56,9 cents de dollars la livre. À titre de comparaison, la livre de coton coûtait en moyenne 84,3 cents de dollars américains sur la campagne 2018-2019, sur la campagne précédente. Alors, parmi toutes ces baisses, le coton indien devrait plutôt être plus compétitif que les autres cotons, car les agriculteurs indiens ont pu bénéficier d'une aide de l'État, en fait, qui a racheté leur stock, leur production de coton, pour pouvoir notamment les revendre à bas prix aux tisseurs indiens. Donc, voilà, c'est une évolution à observer. Alors toutefois, ces baisses records auront pour conséquence majeure pour les producteurs de coton le fait que la fibre de coton soit devenue maintenant moins compétitive que les fibres synthétiques, et notamment la fibre de polyester, dont le coût a diminué de presque 40% en un an à la fin avril. Alors, avant de s'intéresser aux fibres synthétiques et fibres artificielles, on va continuer sur les fibres naturelles avec la laine australienne, voir ce qui s'est passé sur le marché de la laine australienne. Donc, c'est un marché qui a aussi connu des perturbations, toutefois un peu moindres par rapport aux perturbations sur le marché du coton, puisque, en fait, les volumes mis en vente sur le marché de la laine australienne ont été contenus au mois d'avril notamment. Ce qui fait que les cours n'ont plongé que, entre guillemets, de 4,7% au mois d'avril, alors qu'ils avaient plongé de 11,8% sur le mois de mars. Alors justement, sur les cours du polyester, donc les cours du polyester ont également connu une baisse majeure, avec notamment près de moins 22% de leur valeur entre le 30 janvier et la fin avril, notamment dû au fait de la très large baisse de la demande et également de la chute des cours du pétrole. Toutefois, les cours du pétrole depuis le mois d'avril ont quelque peu rebondi, ce qui fait que les prix des matières premières qui entrent dans la fabrication du polyester sont repartis à la hausse, écrasant ainsi les marges des producteurs de la fibre, qui dernièrement ont tenté de remonter les prix de la fibre de polyester, bien que la demande reste extrêmement faible. Alors, du côté de la fibre de viscose, la fibre a également connu une large baisse au niveau des prix, du fait de la baisse de la demande, bien que les cours se soient stabilisés plus ou moins depuis le mois d'avril, grâce à une baisse des taux d'exploitation des usines de fibres, tout simplement. Le marché du fil de la fibre de viscose est également déprimé, mais il semblerait qu'il ait bénéficié d'une forte augmentation dernièrement d'étoffes non tissées en viscose, du fait de la hausse de la production de matériel médical pendant cette période pandémique. Ce qui fait que les prix de la fibre de viscose pour les non tissés sont passés d'environ 10 000 yuan la tonne métrique fin février à presque 13 000 yuan à la fin du mois d'avril. Voilà.
Alors maintenant, je vous propose d'analyser dans les détails les tendances du sourcing pour l'habillement. Nous allons commencer par les préférences des acheteurs européens. D'abord, je présenterai les tendances 2019 et par la suite, je parlerai de celles du premier trimestre 2020. Alors, la Chine reste le principal fournisseur de l'Union européenne. Toutefois, sa part de marché continue de diminuer chaque année avec 3,5% en 2019 contre 32% en 2018. Les importations de l'Union européenne en provenance de l'Empire du Milieu ont reculé également. Ils ont reculé légèrement en 2019 en valeur, mais elles ont diminué en volume de manière plus significative. C'est ce qui montre que les prix unitaires chinois sont répartis à la hausse sur la totalité de l'année 2019. Ce n'est pas ce qu'on a vu un tout petit peu plus avant pour le premier trimestre 2020. Alors, le sourcing européen, elle est très dépendant du grand import, notamment de la zone Asie. La répartition entre grand import et proche import est environ 80 et 20% pour les 25 principaux fournisseurs de l'habillement au profit du grand import. Alors, les donneurs d'ordre européens se tournaient davantage en 2019 vers des fournisseurs sud-asiatiques, à l'instar du Bangladesh, du Cambodge, du Pakistan, du Myanmar et du Vietnam, qui sont tous en progression en 2019. Alors, ces pays bénéficient d'un main-d'œuvre au salaire plus bas qu'en Chine et surtout, ces pays bénéficient du régime préférentiel sur les droits de douane à 0% pour le Bangladesh et le Pakistan. Et aussi, c'est en cours pour le Vietnam car le Parlement européen a validé un accord de libre-échange avec le Vietnam le 12 février dernier. Attention, cet accord n'a pas été encore ratifié par le Vietnam, donc pas de mise en œuvre immédiate pour cet accord, mais le pays continue à bénéficier du SPG simple, c'est ce qui signifie la réduction des droits de douane sur l'habillement à moins 20%, c'est-à-dire on passe de 12% à 9,6%. On voit également que le Bangladesh demeure le second plus gros fournisseur de l'habillement de l'Union européenne avec 20% des parts des marchés du sourcing européen. À noter qu'en janvier 2019, les salaires dans le secteur au Bangladesh ont augmenté de 43% et ont passé de 68 $ à 97 $. Alors, sur le slide suivante, vous avez tout à fait la même représentation graphique, mais sous forme de mapping, ce qui est un tout petit peu plus visuel. Et les pays dont les exportations vers l'Union européenne sont en recul sont marqués en nuances du rouge, et ceux qui sont en progression sont en nuances du bleu. Alors, ce qu'on voit que la tendance est globalement positive en 2019. La grande majorité des pays sont en progression. Notons quand même une croissance exceptionnelle du Myanmar pour la troisième année consécutive, plus de 40% en 2019. La zone Euromed avec la Turquie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte reste stable, même affiche une légère croissance pour tous les pays sauf la Tunisie. On voit que la Turquie consolide sa position en tant que le troisième fournisseur de l'Union européenne. Pour le rappel, la Turquie travaille beaucoup avec l'Allemagne. Et pour ce qui est l'Europe de l'Est et des Balkans, on note également une hausse des importations européennes en valeur depuis l'Albanie, la Serbie, l'Ukraine et encore la Bosnie. Alors, comment la situation a évolué en premier trimestre 2020? Alors ici, vous avez les importations de l'Union européenne à 27, sans le Royaume-Uni. Ces chiffres ont été publiés le vendredi dernier par Eurostat, alors c'est tout frais. Alors, on voit que la Chine reste toujours le premier fournisseur de l'Union européenne, mais son écart avec le Bangladesh diminue. 26% des parts des marchés pour les importations chinoises contre 21% pour le Bangladesh. Et on observe une légère tendance de l'augmentation du sourcing proche import. Rappelez-vous qu'en 2019, la répartition entre grandes et proches imports était 80 et 20. Et là, nous arrivons à 77% contre 23. Et cette tendance sera peut-être encore plus prononcée dans le deuxième trimestre 2020. On prévoit une relocalisation européenne forte. Alors, quasiment tous les pays asiatiques sont en baisse.
Mais rappelez-vous, on parlait du Vietnam avec sa performance exceptionnelle de 40% annuelle. Là, il arrive à afficher une augmentation soutenue de 20% malgré la pandémie. Pour les autres pays, la situation commence aussi, en fait, continue à s'aggraver car les confinements dans ces pays étaient prononcés plutôt fin mars, début avril. Et notamment, on a quelques chiffres pour le mois d'avril de la part du Bureau des statistiques vietnamiennes qui nous montrent que les exportations du textile et de l'habillement du Vietnam vers le monde ont baissé de moins 20% en avril. Pendant 4 premiers mois de 2020, à la fois les exportations, mais également les importations textiles vietnamiennes ont été en baisse. Vous savez que le Vietnam importe beaucoup de matières premières pour le secteur de la confection, notamment au départ de la Chine, mais même au départ des États-Unis, le coton. Et la valeur des importations a également diminué de moins 8% pour le coton et de moins 11% pour les tissus. Maintenant, faisons un zoom sur la France. Oui, exactement. Alors, on va s'intéresser maintenant à la France en commençant, comme a pu le faire Ouliana, par un petit état des lieux des évolutions qu'on avait pu observer avant la crise, donc en 2019. Alors, sur l'année 2019, la France avait importé encore davantage de vêtements qu'en 2018, avec une croissance de 3,6% de ses importations en valeur. La Chine restait toujours le premier fournisseur d'habillement de la France, puisque le sourcing chinois représentait plus d'un quart des importations françaises. La part de marché de la Chine était de 26,4% sur l'année 2019, même si cette part de marché continuait encore à décroître au profit des voisins de la Chine que sont le Bangladesh, qui avait gagné 1,2 point de part de marché en 2019 dans le sourcing français, ou au profit également du Vietnam, du Cambodge et du Myanmar. Alors, autre chose notable sur cette année 2019, c'est le fait que les acheteurs français ont renforcé leurs liens avec leurs fournisseurs asiatiques, justement, au détriment des fournisseurs de proche import et notamment du Maghreb, puisque le sourcing asiatique représentait 67% du sourcing français contre 66% en 2018. Alors, on se rend mieux compte de l'importance croissante du sourcing asiatique pour les acheteurs français en étudiant ce mapping qui est construit, comme l'expliquait Ouliana, en fonction de la taille des zones de sourcing en termes de part de marché et de leurs évolutions dans le sourcing français avec le jeu des couleurs. Donc, on remarque assez facilement les pays qui ont connu les croissances les plus fortes. Et c'est ici notamment des pays asiatiques, avec par exemple le Bangladesh, le Pakistan ou encore le Myanmar, qui connaît toujours des croissances, enfin depuis quelques années, des croissances assez exponentielles de ses exportations vers un peu tous les pays, et notamment la France. Donc les exportations du Myanmar avaient cru de presque 57% sur l'année 2019. Et entre 2017 et 2019, le pays avait gagné 6 places au classement de ses 25 premiers fournisseurs français d'habillement. Alors, au premier trimestre 2020, que s'est-il passé? Alors, les importations françaises, d'un point de vue global, ont chuté de 11,3% en valeur. La Chine est restée premier fournisseur français d'habillement, même si la France a pu constater sa dépendance à la Chine, puisque non seulement le confinement qui a été décrété à la fin du mois de janvier dans le pays a fait chuter les importations françaises en provenance de la Chine de presque 17% en valeur, mais ça a eu aussi un effet en cascade sur tous les autres pays dits low cost d'Asie du Sud-Est, qui sont fortement dépendants des textiles chinois, notamment le Bangladesh, l'Inde et le Cambodge. Alors, on n'observe pas de report majeur des commandes qui ont pu être bloquées en Chine vers des pays de proche import. Ce qu'on observe, c'est que les acheteurs français ont plutôt renforcé leurs liens avec les fournisseurs low cost dont les usines étaient encore ouvertes et qui étaient moins impactés donc par le confinement de la Chine, à commencer par le Vietnam,
qui a vu ses exportations grimper de 3,7% sur le premier trimestre 2020 comparé au premier trimestre 2019. Alors c'est vrai que c'est un pays qui reste fortement dépendant de la Chine pour ses matières premières, mais on y trouve quelques usines de tissage. Et puis, comme le disait Ouliana, les acheteurs français ont peut-être aussi anticipé cet accord qui devait être passé entre l'Union européenne et le Vietnam et ont donc peut-être modifié leur politique sourcing en conséquence. Autre gagnant de la crise du coronavirus dans le cadre de ce sourcing d'habillement de la France, c'est le Pakistan. Le Pakistan, c'est un pays qui a été partiellement confiné. Donc, les usines sont pour la plupart restées ouvertes sur la période, ce qui a permis au pays d'exporter encore davantage vers la France comparé au premier trimestre 2019. Et finalement, le Myanmar, dont les exportations d'habillement ont cru de plus de 22,6% sur la période. Le Myanmar, c'est un pays qui est resté globalement dans le déni face à la pandémie, qui ne s'est pas confiné, donc qui a pu continuer à honorer ses commandes vis-à-vis des acheteurs français. Alors, la cartographie montre bien l'impact du coronavirus sur le sourcing français, et notamment la fermeture de la Chine, puisqu'on distingue un beau dégradé de rouge, beaucoup de rouge foncé. En effet, la plupart des pays ont connu des chutes de plus de 10% de leurs exportations vers la France. Alors, ça nous permet de repérer les pays qui ont continué à renforcer leurs liens avec les acheteurs français, notamment en proche import. On peut citer l'Égypte et la Lituanie, qui ont connu des hausses records de leurs exportations d'habillement sur le premier trimestre 2020. Alors, on peut avancer comme explication le fait qu'on trouve dans ces deux pays, à la fois en Égypte et en Lituanie, des usines de filature de tissage, notamment de coton et de lin. Et puis aussi le fait que l'Égypte, par exemple, ne s'est pas totalement confinée. Donc, les usines ont pu continuer à travailler, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de ses voisins, le Maroc et la Tunisie, qui, eux, se sont confinés à la fin du mois de mars. Alors, on peut passer maintenant au sourcing américain. Là, alors maintenant, regardons ce qui s'est passé justement de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis. Alors d'abord, tout petit focus sur la situation en 2019. Les importations américaines d'habillement ont été en progression de 1% et les exportations de la Chine vers les États-Unis ont déjà commencé à baisser en 2019, impactées justement par la guerre commerciale qui a éclaté entre les deux pays dès 2018, avec une baisse de 8% en valeur. Toutefois, on voit que l'écart entre la Chine et le Vietnam reste toujours important. La Chine exportait 2 fois plus que son challenger principal. Alors, sur la cartographie, la tendance est globalement positive, à la fois en Asie et sur la zone proche import en 2019. À part la Chine, seulement quelques pays sont en baisse, notamment dans la région de l'Amérique centrale, dont le Mexique, qui a enregistré une diminution d'environ 6% suite aux tensions politiques entre les deux pays. Et à noter la progression la plus forte de presque 20% a été observée en Jordanie, qui s'est placée en 12e position parmi les principaux fournisseurs d'habillement des États-Unis. En effet, ce pays bénéficie de l'accord JOFTA, Jordan Free Trade Agreement. Il travaille historiquement avec les États-Unis. Elle est spécialisée dans les produits mailles, notamment les t-shirts. Alors, au premier trimestre 2020, le rapport des forces change complètement au premier trimestre 2020. Le Vietnam rattrape la Chine suite à la perte flagrante de part des marchés de l'Empire du Milieu de plus de 40%. La bonne entente entre les États-Unis et la Chine affichée lors de la signature de l'accord phase 1 le 15 janvier dernier afin de trouver le consensus
et de sortir de cette guerre commerciale qui majorait entre 10 et 25% les produits d'habillement et après aussi une multitude d'autres produits, n'aura été que de très, très courte durée suite à l'arrivée de la pandémie du coronavirus. En fait, les États-Unis ont accusé la Chine de manque de transparence. Ils ont été aussi l'un des premiers pays à fermer leurs frontières à toute personne ayant transité par la Chine, hors citoyens américains. De son côté, un porte-parole chinois soumet la théorie selon laquelle les soldats américains auraient apporté le virus en Chine. En fait, dans la presse, je pense que vous avez lu, on parle de la guerre froide du coronavirus entre la Chine et les États-Unis. Alors clairement, le Cambodge, le Bangladesh, le Vietnam ressortent grands gagnants de cette guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine, puisqu'ils ont vu leur exportation d'habillement augmenter sur la période respectivement de plus 24, 6 et 4% en valeur. Le Vietnam pèse maintenant 18% des parts des marchés dans les exportations américaines. Alors, on observe sur la cartographie toutefois que la majorité des fournisseurs des États-Unis ont été perturbés par la pandémie, notamment au niveau de l'Amérique centrale. Et pour finir, on a voulu rajouter encore un slide sur les évolutions du sourcing en mars 2020, faire vraiment un focuser sur ce dernier mois. Et on voit une vraie réorganisation du sourcing américain au détriment de la Chine. La tendance s'accentue encore plus et le Vietnam devient désormais le premier fournisseur d'habillement des États-Unis. Il a à noter qu'il y a un pays pour lequel la tendance est inverse par rapport à tous les autres, c'est le Cambodge, qui affiche une augmentation de plus 20% en 2019 et tout début 2020. N'oublions pas que ceci est dû également à la réorientation forte et un peu forcée de leur production après l'annonce de la suspension du régime tout sauf les armes par la Commission européenne. Alors, on va... Il y a encore voilà, le petit mapping et j'ai terminé. Alors, sur le mapping, Pardon. pas de souci. Nous avons dû rajouter une couleur en plus pour signifier la chute des exportations chinoises vers les États-Unis de plus 50%. Et on constate malgré la crise, il y a 4 pays qui résistent et affichent relativement belles performances. Toutefois, la zone proche import américaine est en rouge, et ce qui montre la tendance plutôt vers le grand import du sourcing américain. Voilà. Alors, il nous reste justement la toute dernière partie de ce webinaire. On est déjà à 45 minutes de présentation. On va rentrer dans les détails sur les tendances de sourcing de la France par typologie des produits. Oui, exactement. Alors en fait, là, on va vous présenter un peu les tendances et préférences des acheteurs français sur des produits clés, sachant qu'on ne couvre ici dans cette conférence que quelques types de produits, mais que dans notre étude des tendances mondiales du sourcing, on a un panorama un peu plus complet des tendances de sourcing de la France sur le premier trimestre 2020 sur voilà, un ensemble un peu plus complet de typologie de produits. Alors, on va commencer par les vêtements en maille. Alors, sur le premier trimestre 2020, les importations françaises de vêtements en maille ont chuté de 9,5% en valeur. La Chine s'est maintenue comme premier fournisseur français d'articles en maille, malgré une baisse de ses exportations de 13,3% sur la période, ce qui a permis de réduire l'écart entre la Chine et le Bangladesh, donc qui est le premier challenger de la Chine, puisqu'en effet, sur l'année entière 2019, le Bangladesh exportait environ 1,7 fois moins d'articles maille que la Chine. Et sur la période qui nous intéresse, sur le premier trimestre 2020, ce ratio s'est réduit à 1,5 fois moins d'exportations Bangladesh par rapport aux exportations chinoises. Alors, il y a seulement 6 pays qui ont vu leurs exportations croître sur la période, avec en tête le Vietnam,
puis le Pakistan, le Sri Lanka ou encore le Myanmar, dont les exportations de vêtements en maille ont bondi de 38,2% sur la période. Voilà, c'est des pays qui historiquement sont plutôt des pays de chaîne et trame, mais voilà, qui ont pu continuer à travailler ces produits sur le premier trimestre 2020. Alors, le graphique suivant, en fait, l'idée, c'était de s'intéresser aux dynamiques par pays et de suivre mois par mois. Donc là, la période, c'est de septembre 2019 jusqu'à mars 2020. Les évolutions en étant un peu plus attentif sur la période janvier à mars 2020. Et on remarque tout de suite que la Chine a vu ses exportations de vêtements en maille fortement chuter sur le premier trimestre, avec un recul sur le seul mois de mars de 44,2% de ses exportations de produits mailles vers la France. À tel point que les exportations chinoises ont atteint le même niveau que les exportations bangladaises de vêtements en maille vers la France. Alors, quant aux produits, aux vêtements en chaîne et trame, alors même constat, les importations françaises au global ont chuté de 12,8% en valeur sur le premier trimestre comparé au premier trimestre 2019. La Chine a vu ses exportations reculer de 19,8%. Là encore, l'écart s'est réduit entre la Chine et le Bangladesh. Alors, au niveau du proche import, on a aussi vu des pays qui ont vu leurs exportations de vêtements en chaîne et trame vers la France drastiquement chuter. Je pense notamment à la Pologne, moins 26,7%, ou encore l'Ukraine. Donc ça peut s'expliquer par le fait que ces deux pays ont réagi assez rapidement à la pandémie qui commençait à arriver en Europe et ont adopté des politiques assez strictes pour enrayer la propagation de celle-ci. Donc, ils ont fermé leurs frontières assez rapidement. Et pour finir, les pays qui, selon ces données, s'en sortent, on va dire, le mieux sur les produits chaîne et trame, c'est finalement les mêmes que sur les produits mailles, à savoir le Vietnam, le Pakistan ou encore le Myanmar. On peut aussi retrouver ici la Lituanie et l'Égypte du côté des croissances positives. Alors, même schéma que pour les vêtements en chaîne et trame et même constat, c'est-à-dire que les importations françaises en provenance de la Chine de vêtements chaîne et trame ont chuté très fortement à partir du mois de janvier 2020. Et autre remarque qu'on peut faire, c'est le fait que la Tunisie et le Maroc, comparativement aux autres pays, ont plus ou moins réussi à limiter la casse, on va dire, puisque leurs exportations de vêtements en chaîne et trame au premier trimestre 2020 n'ont chuté que, on va dire, de 16,5% pour la Tunisie et de 10,5% pour le Maroc, tandis que pour les autres pays étudiés, c'est plutôt de l'ordre de moins 20%. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelques produits en particulier, à commencer par les costumes hommes et tailleurs femmes. Alors, sur les 25 premiers fournisseurs français de costumes hommes et tailleurs femmes, seuls 4 ont exporté davantage de produits au premier trimestre 2020 comparé au premier trimestre un an plus tôt. Tous les fournisseurs phares des acheteurs français ont subi de grosses pertes en termes d'exportation, avec en tête la Chine, mais on peut citer également le Bangladesh, dont les exportations sur la catégorie ont diminué de 22,4%, alors même que les costumes hommes et tailleurs femmes, c'est la catégorie de produits la plus exportée par le Bangladesh en 2019. On constate également des évolutions négatives du côté de la Turquie, du Maroc, de l'Inde ou encore du Pakistan. Sur la catégorie maintenant des chemises hommes et chemisiers femmes, même constat, de très fortes baisses subies par à peu près toutes les principales zones d'approvisionnement des acheteurs français,
tous les géants asiatiques ont constaté une nette baisse de leurs exportations sur cette catégorie de produits, allant de moins 25,5% pour la Chine à moins 21,2% pour le Bangladesh. Alors, les acheteurs français ont visiblement plutôt choisi de renforcer leur lien avec les usines de moyen import, notamment les usines malgaches ou les usines mauriciennes. Alors, l'histoire se répète sur la catégorie des pullovers. Les exportations de la Chine vers la France sur cette catégorie de produits ont subi une baisse de 10%, tandis que les exportations bangladaises plongeaient de 17%, alors même que la catégorie des pullovers, c'est un des produits phares les plus exportés par le Bangladesh, et que le pays se dit autonome à hauteur de 85% sur la maille, et donc il ne dépend que très peu de la Chine pour les importations de fils. Quant au Cambodge, pour qui c'est la même chose que pour le Bangladesh, la catégorie des pullovers est la plus exportée après les costumes hommes et tailleurs femmes, a vu ses exportations sur la période croître de 37,1%. On reste sur la maille avec la catégorie des t-shirts et maillots de corps. Alors là, le Bangladesh, qui est le premier fournisseur français de t-shirts et maillots de corps, a vu ses exportations drastiquement baisser de 17,7% en valeur. C'est la même chose plus ou moins pour la Chine. Alors, il semblerait que pour ce type de produit plutôt basique, les acheteurs français ont continué à se tourner vers leurs fournisseurs de proche import, qui ont réussi à maintenir un niveau d'exportation sur le premier trimestre 2020 en croissance, avec notamment la Tunisie, la Pologne, la Grèce. À noter aussi la croissance fulgurante qu'on n'a pas pu faire apparaître là sur le graphique des importations françaises en provenance de la Géorgie, qui ont augmenté de plus de 550% sur la période. Alors maintenant, on va s'intéresser aux produits des sous-vêtements, à commencer par les slips et caleçons hommes. Alors, sur cette catégorie de produits, si les principaux fournisseurs asiatiques ont particulièrement souffert en ce début d'année, avec des pertes allant par exemple de moins 25% sur la Chine à moins 9% pour l'Inde, les acheteurs français ont pu continuer à compter sur leurs fournisseurs cambodgiens et sri-lankais notamment, avec des exportations respectives en hausse de plus 59% pour le Cambodge et plus près de 90% pour le Sri Lanka. Donc, à noter que pour ces deux pays, c'était déjà des produits sur lesquels ils avaient pu faire croître leurs exportations sur l'année 2019. Donc voilà, ça peut s'expliquer aussi par cela. Et dernière remarque, les fournisseurs français semblent avoir reporté leurs commandes vers leurs fournisseurs de proche import, et notamment les fournisseurs méditerranéens avec une croissance de presque 40% des exportations tunisiennes vers la France, mais aussi les pays de l'Est avec presque plus de 70% de hausse des exportations polonaises donc vers la France. Sur la catégorie de la corsetterie, soutien-gorge et gaines, malgré la baisse conséquente des exportations du premier fournisseur français, donc de la Chine, il y a de nombreux fournisseurs en grand ou proche import qui ont réussi à maintenir leurs exportations de corsetterie vers la France. Le Bangladesh, le Myanmar, le Cambodge, l'Indonésie, les Philippines ont tous réussi à maintenir et à augmenter leurs exportations de soutien-gorge et gaines sur ce premier trimestre 2020. Et il en est de même pour les fournisseurs historiques en proche import de la France, puisque la Tunisie est même repassée devant le Vietnam en ce début d'année, puisqu'en effet, en 2019, la Tunisie avait perdu sa place de second fournisseur français de soutien-gorge et gaines au profit du Vietnam. Donc là, la tendance est inversée, la Tunisie a pu reprendre sa deuxième place. Alors, là, une catégorie assez exceptionnelle.
Dans cet océan de taux d'évolution décroissant, les importations de déshabillés et peignoirs femmes ont, miracle, augmenté sur ce premier trimestre, avec une hausse de 5,5% par rapport à la même période un an plus tôt. Donc là, on voit que les mesures de confinement en France ont vraiment profité aux catégories de produits dits de homeware ou de nightwear, puisque voilà, on constate que c'est la seule catégorie de produits qui a pu enregistrer une hausse du niveau des importations françaises sur ce premier trimestre. Alors, les exportations chinoises et Bangladesh ont grimpé. Le Pakistan a également largement gagné en part de marché sur cette catégorie de produits en s'imposant 4e fournisseur français, tandis qu'il n'était que 8e fournisseur français sur l'ensemble de l'année 2019. Et dernière remarque, les acheteurs français ont majoritairement sourcé cette catégorie de produits en grand import, recherchant certainement les prix les plus bas. Alors, avant-dernière catégorie de produits étudiés, les collants et chaussettes. Alors, la Turquie reste le premier fournisseur français de collants et chaussettes sur ce premier trimestre, même si ses exportations vers la France ont diminué au profit des fournisseurs roumains, qui ont réussi à maintenir leur relation avec leurs clients français en augmentant leur production, leurs exportations de 10% vers la France. Ils ont donc certainement profité des blocages qui ont pu être observés du côté de la Chine et de la Turquie. Les Balkans également ont réussi à s'imposer comme zone d'approvisionnement intéressante pour les donneurs d'ordre français. Dernière catégorie de produits étudiés, c'est celle des vêtements de bébé en maille, dont les importations françaises ont baissé de près de 10% sur le premier trimestre 2020. Alors, tous les principaux fournisseurs français sur cette catégorie de produits ont vu leurs exportations décroître, profitant ainsi aux fournisseurs qu'on pourrait appeler fournisseurs secondaires, que sont le Maroc, le Myanmar, le Pakistan ou encore l'Indonésie. Et autre évolution notable, c'est le fait que l'Égypte et l'Ukraine ont connu des croissances exponentielles de leurs exportations de vêtements de bébé sur cette période, au point qu'on n'ait pas pu les faire apparaître sur ce graphique. Alors, voilà, j'en ai terminé avec l'analyse par produit des importations françaises. Super, merci beaucoup Christelle, et je voulais remercier aussi à tout le monde parce que le taux de participation elle est très élevé, quasiment personne est parti lors de notre webinaire, tout le monde a resté fidèle. J'espère qu'on vous a pas trop ennuyé avec tous ces graphiques parce que voilà, quand même il y avait beaucoup de chiffres. Alors avant de passer aux questions, je voulais juste vous dire peut-être voilà, comme on a un peu serré au niveau du timing, vous pourrez nous envoyer vos questions supplémentaires si on ne pourra pas les traiter là. Voilà, vous avez nos 2 mails et vous pouvez commenter l'intégralité de cette étude, les tendances du sourcing mondial 2020 sur notre site internet. Alors du coup, il se compose de 2 parties. La première, ce sont les tendances du sourcing, ce qu'on vous a présenté partiellement cet après-midi. Et la deuxième partie, on a fait un focus très détaillé sur les cartographies des savoir-faire de plus de 20 pays. C'est-à-dire vous avez vraiment les cartographies, les usines phares, les spécialisations phares de chaque pays dans cette étude. Elle est vraiment très complète. Pardon. Bon, on va avoir quelques questions. J'ai déjà un peu regardé. Alors, on va commencer par le début. Et il y avait une petite question sur l'Italie. Sur les tendances du sourcing italien, qui est une question assez intéressante. Parce que là, on a regardé pour le sourcing français, pour le sourcing américain, européen de manière globale. Dans l'étude, on traite également le sourcing italien et allemand. C'est bien, on vient de traiter, de faire les cartographies du sourcing pour l'Italie. Et c'est ce qu'on a remarqué. On a remarqué quand même une baisse beaucoup plus importante pour l'Italie. Que par rapport à l'Union européenne ou par rapport à la France, les approvisionnements d'habillement en Italie, ils ont baissé de 30%, à la fois en valeur et en volume, et pour le chenet tram et la maille.
Comme vous savez, en fait, l'Italie elle était un des foyers de la pandémie en Europe, le premier pays confiné aussi en Europe. C'est dû à ça qu'on a quand même des résultats un peu plus dramatiques par rapport à la France. Et il faut noter que les donneurs d'ordre italiens, ils pratiquent quand même le sourcing un peu plus équilibré entre les zones proches import et grand import. Ils sont à peu près 50-50. Ils travaillent historiquement beaucoup avec la Tunisie. Notamment le groupe Benetton qui est implanté dans ces pays depuis plusieurs années et ils sont très présents dans les Balkans, notamment en Roumanie qui est la quatrième fournisseur de l'Italie. Et l'Albanie, elle est avant le Vietnam dans le ranking des importateurs italiens. Et globalement, en fait, quand on a regardé, en fait, j'ai pu regarder la cartographie de l'Italie hier et j'ai vu que tout est en rouge comme pour la France et c'est les mêmes pays en Asie qui sortent mieux, qui s'en sortent mieux, le Vietnam, le Pakistan et le Myanmar. Et toute la zone proche import, pour l'instant, elle était en baisse. Bon, alors ça, c'est pour l'Italie. Alors, on va aussi, voilà, le Myanmar et le Cambodge ne sont pas forcément les grands gagnants, les grands. Bon, alors la Turquie, justement, on n'a pas parlé dans les détails pour la Turquie. Oui, oui, oui. Alors la Turquie, je peux peut-être un peu répondre. Alors c'est vrai que la Turquie, alors sur ce premier trimestre 2020, comparé aux pays asiatiques, on va dire, a mieux résisté, entre guillemets, hein. Notamment en ce qui concerne le sourcing français, puisque la Turquie, là je viens de vérifier, les exportations turques n'ont diminué que de moins 8,7%, alors que sur les autres pays, c'est plutôt de l'ordre de 10, 12, voire 16%. Alors, je dirais que effectivement, la Turquie est moins dépendante de la Chine pour les matières premières, puisqu'elle produit ses propres tissus. Après, la Turquie, c'est un pays aussi qui a été confiné assez tardivement. Je crois que le confinement a démarré seulement en avril. Il me semble qu'à la fin mars, il y avait une cinquantaine de morts en Turquie dû au coronavirus. Donc, le confinement a tardé à arriver. Donc, sur toute la première période, sur ce premier trimestre 2020, les usines turques ont continué à travailler, même si je sais que les liaisons aériennes entre la Turquie et la France avaient été arrêtées dès la mi-mars. Donc, c'est pour ça que voilà, les chiffres restent tout de même négatifs, mais sont moins dramatiques que pour ce qui est du sourcing asiatique, en tout cas sur cette première période, parce que évidemment, on s'attend à des baisses bien plus importantes sur le second semestre, comme l'expliquait Ouliana. Là, sur ce premier trimestre, on n'a pas encore l'impact des boutiques qui ont fermé du côté de l'Europe et des États-Unis. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. Bon, je vois que déjà, certaines personnes ont commencé à partir. Alors, on reste à votre disposition après le webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions à moi et à Christelle personnellement. Voilà, on reste à votre disposition et à votre écoute et on vous souhaite bon courage et merci à nouveau pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion peut-être, Christelle ou... Non, je vois juste qu'il y a une dernière question qui a été posée. Le basculement peut-être qu'on va la traiter dans les 2 minutes qui nous restent. Quel basculement post-coronavirus pouvons-nous prévoir? Pouvez-vous nous donner quelques orientations? Bon. Alors, c'est une très bonne question, justement, la question qui va peut-être faire aussi notre conclusion un peu de ce webinaire. En fait, je pense que la crise actuelle a accéléré toutes les tendances de fond observées avant la pandémie et elle a été aussi une sorte de catalyseur qui a impacté à la fois la consommation, les tendances, le retail, mais également le sourcing. On a pu en fait observer
plusieurs tendances avant la crise, comme la relocalisation, le sourcing, la tendance vers le sourcing un peu plus responsable et éthique. On voit aussi dans nos analyses qu'il y a une approche sourcing plus flexible, axée sur la demande. Et en fait, les anciennes politiques de sourcing qui consistaient à passer, même à jumper continuellement d'une zone de sourcing low cost vers une autre zone de sourcing low cost, semblent être remises en cause. Il y a une autre aussi tendance que j'ai pu constater, c'est les stratégies du sourcing qui maintenant s'appuient de plus en plus sur des supports digitaux. Nous avons les showrooms digitaux avec l'utilisation de la de VR, de virtual reality, le design 3D, les réalisations de samples virtuels. Même récemment, nous avons été contactés justement par l'ambassade de la Turquie, par le service économique, qui souhaitait mettre en place des missions virtuelles entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs dans le secteur du textile. Pour moi, l'après-coronavirus sera forcément digital dans tous les domaines de vie et dans tous les domaines professionnels. Alors peut-être Christelle, tu pourras faire aussi, je ne sais pas si, est-ce que tu pourras ajouter un petit mot? Est-ce que tu as quelques réflexions? Oui. Alors moi, je pense que l'une des conséquences aussi de cette crise, et on l'espère, c'est aussi peut-être du point de vue de la relocalisation de l'industrie en Europe et aussi en France, parce qu'en effet, cette crise a vraiment montré les ravages de la désindustrialisation française qui s'est opérée depuis bien 2 décennies. Et en fait, voilà, la crise a montré à quel point la France était dépendante de la Chine, notamment sur l'approvisionnement en gel hydroalcoolique, sur les masques, sur les blouses, et a permis aussi de revaloriser notre industrie textile, habillement, en valorisant toutes ces usines qui se sont mis à pied d'œuvre pour fabriquer au pied levé les masques et les blouses. Et donc, on parle beaucoup en ce moment d'une relocalisation de l'industrie en France. Alors, ça ne se fera pas facilement, hein. Il faudra un soutien massif de l'État sur cette question, d'autant qu'il y a de nombreuses usines qui ont aussi beaucoup souffert de la crise, qui ont dû licencier. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais voilà, c'est peut-être aussi une des orientations que va prendre ce sourcing, d'autant que voilà, c'est des questions qui étaient déjà mises en place. Il y avait déjà des marques qui s'intéressaient au Made in France et qui valorisaient le Made in France avant la crise. Et donc là, on espère que ce mouvement va d'autant plus prendre après cette crise. Merci beaucoup. Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques demandes de support pour le support de ce webinaire. Alors, on va le mettre en ligne sur notre site internet en replay. Voilà, vous pourrez le consulter en replay sur notre site internet et on va vous envoyer un email d'ici quelques jours. Bon, je vous remercie à nouveau. Nous vous remercions à nouveau avec Christelle et nous espérons vous retrouver prochainement pour nos prochains webinaires.